Et la peur ah, l'enregistrement qui se lance. Et la peur qui va être derrière, finalement, enfin, les peurs, parmi les peurs qui vont être derrière, ça va être effectivement la peur de décevoir, la peur de se sentir démasqué, la peur de se sentir critiqué, jugé. Et en réalité, je voulais introduire ce sujet des croyances et des pensées parce que le fait de penser qu'on n'est pas à la hauteur, ça n'est pas le problème. Le problème, c'est quelque chose qui est courant. Le problème, c'est quand on va décider de croire cette pensée-là. Parce que nos pensées vont créer pour nous des émotions. C'est-à-dire que si je pense que je ne suis pas à la hauteur, ça va créer pour moi peut-être de l'anxiété, du doute, de la honte, en tout cas quelque chose qui va venir m'inférioriser. Et mes émotions vont entraîner des actions. Et parmi les actions, eh ben, ça va me conduire, ce que tu disais aussi un peu Marine, peut-être à refuser des opportunités, à manquer, voilà, manquer des opportunités qui seraient intéressantes pour moi professionnellement. Ça va peut-être me conduire à procrastiner parce que j'ai peur de me lancer dans un nouveau projet. Et puis, ça peut aussi me conduire à vouloir compenser et donc surperformer. Et là, on rentre dans le mécanisme de perfectionnisme qui peut nous conduire jusqu'à aussi l'épuisement professionnel. Et donc, on voit que mes pensées vont générer pour moi des émotions, qui vont générer pour moi des actions, qui vont créer un résultat. Et le résultat, effectivement, si on se propose d'aborder le syndrome de l'imposteur avec ces actions-là, et ben, effectivement, on va performer moins que ce qu'on aurait souhaité. Et donc, ça va venir confirmer ce qu'on croyait déjà à l'origine. C'est pour ça que c'est très important en fait, les croyances avec lesquelles on part, c'est ça qui va conditionner, en fait, après tout le reste. Voilà. Très bien. En effet, c'est très intéressant de voir comment, en effet, une pensée peut engendrer finalement une action et une réalité, et qui peut justement être à l'opposé de ce que l'on souhaitait initialement. Donc, et est-ce que vous, l'une et l'autre, Marine, Tiphaine, dans la création de votre entreprise, dans votre parcours à la fois personnel ou professionnel, vous avez vous-même rencontré ce syndrome-là? Et est-ce que vous avez réussi à avoir le recul nécessaire, même si vous en aviez la connaissance, pour le débusquer, le démasquer? Marine, peut-être? Pardon. Alors, oui, pour le coup, c'est en fait, j'imagine que c'est assez commun à beaucoup d'autres femmes, mais je l'ai découvert parce que j'en ai moi-même souffert et finalement, c'est un travail qui doit être cycliquement refait. En fait, chaque fois que j'ai eu une belle opportunité dans ma vie professionnelle, bah, c'est venu réactiver ce syndrome et à chaque fois, j'ai dû refaire des exercices qui me permettent aujourd'hui d'avoir la sensation d'avoir un socle de légitimité, mais sur certains points, notamment la nouveauté, ça peut facilement réactiver en effet ce syndrome de l'impostrice. Ça me semble important de bien le laisser là ce matin au féminin. Et donc, chez toi, Marine, de ce que j'entends, c'est en effet, sur des cas bien particuliers qui se répètent dans la vie avec des nouveautés. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est vrai que la nouveauté engendre un changement et finalement, ben, le changement, c'est ce qui permet aussi l'évolution d'une personne. Donc c'est plutôt une belle chose. Donc chez toi, c'est ça, c'est la nouveauté qui tout d'un coup émet une émotion, parce que là, on va reprendre justement les croyances dont Tiphaine parlait, une émotion. Et c'est avec cette émotion peut-être aussi que tu peux détecter, ah tiens, il va falloir que je sois vigilante. Oui, en fait, c'est cette nouveauté, c'est l'ouverture d'un possible qui me fait avoir parfois comme première réaction cette question, pourquoi me propose-t-on ça à moi alors que je suis persuadée qu'il y a des femmes qui sont bien plus pertinentes, bien plus légitimes. Et la seconde réaction, c'est une fois que j'ai mis les choses en place et que ça s'est bien passé, c'est de relativiser fortement en me disant oui, mais c'est parce que j'ai eu beaucoup de chance. Alors ça, c'est ce qu'on entend beaucoup et que j'agis pour moi-même parfois. J'ai eu beaucoup de chance, ou alors je vais remercier beaucoup trop mes proches comme si tout s'était fait grâce à eux, alors qu'en effet, ils sont importants parce qu'ils sont dans le soutien et c'est génial. Mais au fond, le travail, il est fait par nous-mêmes et c'est nous-mêmes qui lançons, qui agissons les choses. Ouais, ça fait écho, en tout cas. Je ne suis Ça, pas c'est très clair. Et je surprise. pense que je ne vais pas être la seule dans les personnes qui vous écoutent. C'est vrai qu'il y a, voilà, ce sont des éléments importants comme ça, quand ils vont se présenter aussi pour moi. Je ferai, ah, attention. Et toi, Tiphaine, est-ce que tu l'as déjà rencontré dans ton parcours et comment tu l'as vécu et quelles sont justement les petites choses qui t'ont permis de te dire, oh là, attention. Oui, complètement. Je l'ai vécu aussi à plusieurs reprises. Je passe encore parfois
par ce processus-là. La première fois que j'en ai pris vraiment conscience, c'était, je me souviens très bien, j'avais 21 ans, j'étais étudiante en école de commerce, je faisais partie d'une association d'entrepreneuriat social que j'adorais, dans laquelle j'étais très impliquée, je m'épanouissais beaucoup. Et puis, en fin d'année, arrive l'Assemblée générale et l'élection du prochain président, de la prochaine présidente de l'association. Et moi, j'avais déjà, voilà, l'entrepreneuriat social, ça me tenait déjà beaucoup à cœur. Je savais que par la suite, quelque part, j'aurais envie d'entreprendre avec voilà, une activité à impact positif. Et donc, j'avais envie de m'engager davantage, j'avais très, très envie de me présenter à ce poste-là. Et en réalité, j'étais terrorisée parce que j'avais peur des responsabilités, alors que je savais très bien que j'étais capable de les tenir. Et puis surtout, c'est la première fois que j'ai rencontré cette notion de légitimité. Et je me souviens très bien, me dit, mais qui je suis moi, du haut de mes 21 ans, pour me présenter à la tête de cette association, qui était une grosse association. Et finalement, ce qui m'a permis de le dépasser à ce moment-là, ça a été de me dire, mais si c'est pas moi qui prends cette place, alors qui? Et si c'est pas maintenant que je prends cette opportunité pour moi, alors quand? Et le fait de me poser ces 2 questions-là, ça m'a donné beaucoup de courage. Et par la suite, finalement, ça a été une année, un mandat extraordinaire où j'ai accompagné une quarantaine de personnes à la création d'entreprises sociales. Et cette année-là, ça a été la seule année où mon équipe a gagné la compétition nationale, puisque c'était une grosse association d'envergure nationale et internationale. Et mon équipe a remporté la compétition nationale qui nous a permis d'aller représenter la France à Toronto, d'aller représenter notre projet à Toronto. Et donc, ça a été une belle leçon que j'ai retenue là, parce que je n'osais pas me présenter. On a eu finalement un beau succès collectif. Et ça m'a permis aussi vraiment de me rendre compte que la légitimité, elle s'acquiert en faisant. Il ne faut pas attendre, de mon point de vue, il ne faut pas attendre d'être légitime pour se lancer. C'est parce que je me lance, c'est parce que je vais pratiquer que je vais me sentir légitime. Donc ça a été la première fois que j'ai rencontré ce syndrome-là. Et puis par la suite, grâce à ce que j'avais fait cette année-là, j'ai rencontré dans un événement de networking le directeur RSE, délégué général de la fondation du groupe ADECO, qui m'a proposé un poste en discutant avec moi, comme ça. Et là, c'est pareil, je me suis dit, mais il va se tromper, il va faire erreur, c'est pas possible qu'il me propose à moi. Voilà, en plus, c'était à La Défense, moi qui venais d'un petit village de Normandie, etc. Je me retrouvais tout à coup dans la capitale, au cœur vraiment du quartier des affaires. Et puis, j'ai accepté évidemment cette opportunité-là. Ça a été une opportunité extraordinaire qui m'a amenée voilà, à travailler par la suite dans une autre fondation d'entreprise, à l'étranger cette fois, pendant 2 ans. Jusqu'à ce que je décide de créer mon activité et que je rencontre à nouveau ce syndrome de l'imposteur puisque, encore une fois, je me suis posé la question: «Mais qui je suis moi pour créer mon activité de coach?» À 26 ans, j'en ai 27 aujourd'hui, j'ai créé mon activité l'année dernière. Peut-être que je suis trop jeune, peut-être que j'ai pas assez d'expérience, peut-être que j'ai pas le diplôme. Et finalement, voilà, encore une fois, je me suis dissociée de ces pensées-là. Je me suis rappelé tout le parcours. Voilà, c'est vraiment aussi important de se connecter aux ressources qui sont à l'intérieur de soi et tout le parcours que j'avais eu. Et puis aussi de se dire que finalement, on peut tous être l'expert de quelqu'un d'autre et qu'il ne tient qu'à nous vraiment de quelque part de prendre notre place. Et donc c'est ce que j'ai fait en créant mon activité, et je me réjouis de l'avoir fait. Je suis très heureuse de l'avoir fait et c'est vraiment en pratiquant que qu'on se sent légitime et la légitimité, c'est vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur, pour moi aujourd'hui, en tout cas. Voilà. Cette notion, quand on vous écoute, hein, cette notion d'action, de mise en place finalement dans le concret de nos pensées, paraît absolument essentielle et c'est vrai que plus on crée, plus on actionne finalement dans la réalité, un certain nombre d'actions et plus ça vient aussi conforter le fait, qu'on est capable, le fait que, ben, finalement j'ai fait et puis, ben, voilà, j'ai fait un premier pas, un deuxième pas, un troisième pas et ce qui permet, quand il y a d'autres nouveautés qui se présentent ou quand tout d'un coup on a d'autres envies, de se dire: «Mais oui, mais pourquoi pas?» et le fait de pouvoir regarder en arrière et de se dire: «Bah, finalement, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, alors pourquoi pas ça?» Donc c'est important pour pouvoir justement à un moment donné, quand quelque chose vraiment d'énorme se présente à nous, se regarder en arrière et se dire: «Ben, il y a eu ça, ça, ça et ça. OK, mais il faut qu'il y ait eu ça, ça, ça et ça». Donc c'est vrai que, les premiers pas. Mais je pense qu'on a toutes eu des expériences à la fois professionnelles. Là, on parle du monde professionnel, mais il y a également le monde personnel et souvent c'est extrêmement lié. Marine, tu parlais tout à l'heure de ce syndrome que l'on voit souvent dans le milieu professionnel et là, c'est vrai qu'on est sur la construction d'un projet professionnel, mais souvent ça peut aussi revenir dans une sphère plus privée,
sur des aspects peut-être sur la sphère amoureuse ou d'autres, où là, parfois, on ne se sent pas légitime, on se sent un peu impostrice. Donc, c'est aussi important de pouvoir les repérer dans les 2 sphères, puisque elles font partie de nous. Donc, vous avez donc vécu ces syndromes, vous avez pu repérer chez vous les symptômes qui vous mettaient un petit peu en alerte pour pouvoir justement les contourner et pouvoir aller plus loin, les dépasser. Aujourd'hui, dans vos activités respectives, vous accompagnez des personnes de manière personnelle, de manière professionnelle, en individuel, en collectif. Est-ce que vous repérez assez facilement justement dans les personnes que vous accompagnez ce syndrome et comment le repérez-vous et est-ce que les personnes elles-mêmes l'avaient déjà repéré? Peut-être Marine? Alors oui, à la fois dans les accompagnements collectifs, sur tout ce qui concerne par exemple les formations autour de la sororité, les formations autour du leadership au féminin, tout ce qui concerne aussi les formations pour un recrutement inclusif. Et aussi, finalement, je fais beaucoup de training pour des élus aujourd'hui, comment elles vont, ou ils ou elles vont, mais surtout des femmes, en gros, enfiler le costume d'élus et de femmes politiques désormais avec des codes particuliers. Et en fait, je me rends compte que finalement, le point commun, ou l'un des points communs entre toutes les formations et tous les espaces dans lesquels j'interviens, c'est le fait qu'on a une part non négligeable de femmes qui sont performantes dans ce qu'elles font, quoi qu'elles fassent. Je donne des formations aussi bien à des personnes en école d'ingé, en école d'informatique ou des personnes en formation d'assistante maternelle, par exemple. Pour le coup, une part non négligeable de toutes ces personnes souffre d'un syndrome de l'impostrice et avec des questions qui peuvent être récurrentes en début de formation, même sur leur capacité à suivre la formation, à suivre ce training et finalement même leur légitimité à être là. Donc c'est un travail de patient détricotage de leur propre prénotion envers elles-mêmes. Et finalement, c'est pareil dans tout ce qui concerne la prise de parole en public. Quel que soit d'ailleurs notre auditorat, pour pouvoir parler, il faut se sentir légitime. Et là, je tire le fil de ce que tu disais juste précédemment concernant le syndrome de l'impostrice dans la vie personnelle. On peut avoir d'importants problèmes de communication dans sa vie personnelle, avec ses proches, avec son conjoint ou sa conjointe, par exemple, parce qu'on ne se sent pas légitime à dire ce que l'on ressent. Et on va être dans une forme d'autocensure très importante en considérant qu'on n'est pas légitime, qu'on ne mérite pas la personne que l'on a. Donc on peut être dans des formes aussi d'auto-sabotage qui sont très importantes. Et j'avais écrit 2 articles sur le syndrome de l'imposteur l'année dernière et de l'impostrice, suite à un sondage que j'avais fait sur les réseaux sociaux auprès de plusieurs centaines de personnes. Au final, j'étais partie uniquement sur la sphère professionnelle et les réponses qui m'ont été apportées par les personnes sondées venaient aussi sur la vie personnelle. Sur les hommes, c'est beaucoup sur la performance dans l'intimité avec les femmes et la capacité à être dans une virilité, voilà, et dans les codes de la virilité d'aujourd'hui. Et pour les femmes, on va avoir beaucoup de questions concernant la parentalité, la maternité. Et là aussi, on peut retrouver du syndrome de l'impostrice extrêmement fort. Donc finalement, ça touche tout le monde, enfin ça peut toucher beaucoup de gens en tout cas, ça peut toucher dans tous les pans de notre vie, avec en point commun des symptômes, même si ça ne va pas se vivre de la même façon. Donc moi, dans mes formations, forcément, c'est quelque chose que je rencontre vraiment, j'ai envie de dire, dans une part peut-être encore plus importante qu'en population générale, parce que les personnes qui viennent à mes rencontres ou mes formations sont forcément des personnes qui sont intéressées par ces sujets-là, qui ont une problématique ou en tout cas une question qu'elles souhaitent travailler autour de tout ça. Finalement, on navigue à longueur de temps autour de la question de l'audace, d'oser, c'est le thème de votre semaine, et de la légitimité. C'est vrai que dans les métiers du numérique, nous, on rencontre énormément de personnes qui sont dans une voie de reconversion et tout particulièrement sur le syndrome de l'impostrice ou en tout cas sur la légitimité ou le fait d'oser. C'est particulièrement sur les profils féminins que l'on a en effet ce constat. C'est-à-dire que les hommes, souvent, ont également ce syndrome-là, mais il va se dessiner de manière un petit peu différente, c'est-à-dire qu'ils ne remettent pas en cause le fait de pouvoir passer des tests, de pouvoir en effet se diriger vers ce métier. La plupart du temps, lorsque l'on est sur en effet des entretiens avec des personnes et des femmes qui sont en questionnement sur leur orientation vers le numérique, souvent, ce que j'entends, c'est que ce sont des personnes qui n'ont pas osé au départ. Parce qu'en effet, elles-mêmes ne se sentaient pas légitimes, mais elles avaient aussi
dans leur sphère personnelle ou familiale, des croyances, on va revenir sur ce que tu disais, Tiffaine, des croyances, des stéréotypes, des préjugés qui, justement, venaient confirmer le fait que oui, moi j'ai raison de ne pas forcément y aller parce que, non, je ne suis pas bonne en maths, ou je vais en effet, non, ce sont les hommes, ou ce n'est pas fait pour moi, je n'ai pas le bac. On peut avoir des personnes qui n'osent pas aller vers ces métiers alors que chez elles, elles sont absolument férues d'informatique. Donc ce sont vraiment un contexte à la fois extérieur et intérieur qui viennent valider un certain nombre d'éléments pour nous faire croire, en effet, que nous ne sommes pas à la bonne place. Donc c'est vraiment important de repérer à la fois ces contextes extérieurs, de les analyser, de voir comment ils font écho à l'intérieur, pour pouvoir ensuite se dire, bon allez, comme tu dis Marine, je détricote, je vois mon émotion, je vais essayer en effet, ce qui n'est pas simple, hein, d'aller de l'avant et de dépasser cela. Après, une fois qu'on l'a dépassé, il y a en effet aussi une réalité de freins extérieurs qui sont liés notamment sur l'égalité femmes-hommes qui existent. Il va falloir aussi les débusquer pour se dire attention, là, il y a un autre frein qui se présente à moi. Eh bien, justement, je le connais, je le comprends, donc je vais le contourner et ne pas me le manger de plein fouet. Donc, ce sont des éléments importants. Tiffaine, de ton côté, quand tu es justement sur du coaching donc plus individuel, sur de l'accompagnement à la fois personnel et professionnel, est-ce que c'est systématique de rencontrer ce syndrome ou pas? Et qu'est-ce qui te permet, toi, de l'extérieur, de pouvoir justement le débusquer pour les personnes que tu accompagnes? Ouais, merci pour ta question. Alors, je ne sais pas s'il est systématique. Je dirais que 90% du temps, c'est quand même présent. C'est quasi systématique. Ce n'est pas tout le monde, mais ça touche quand même une grande majorité, effectivement, des personnes que j'accompagne. J'accompagne principalement des femmes, mais aussi des hommes. Ça touche aussi les hommes, évidemment, ce syndrome-là. Comment est-ce qu'on on le remarque? Déjà, le travail qu'on fait ensemble, c'est vraiment de gagner en conscience. Parce que moi, je considère, donc j'accompagne des gens qui sont dans une transition professionnelle ou dans la création de leur activité. Et de toute façon, pour moi, quand on est sur un parcours de reconversion, un parcours de création d'activité, pour moi, c'est très important de créer à partir de soi, à partir de qui on est, et de ne pas aller chercher à l'extérieur ce qu'on pourrait faire, mais de revenir vraiment à qui on est. Et qui on est, ça demande dans un premier temps de gagner en conscience, de gagner en conscience, de gagner en connaissance de soi. Et donc, c'est vraiment le travail qu'on fait dès le début. Dès le départ, dès la première séance, on aborde le sujet des croyances. Et donc, en fait, on se rend compte très vite quand on va justement, quand on va gratter un peu sous la surface, qu'est-ce qui est présent. Et effectivement, souvent, ce qui revient, c'est vraiment cette sensation de ne pas être assez, de ne pas être à la hauteur. Pour moi, c'est vraiment ça, ce sentiment de pas être, ça peut être via le perfectionnisme, ça peut être via la question de la légitimité, mais c'est vraiment cette sensation de je ne suis pas assez. Il me manque quelque chose en tant que personne pour me sentir assez. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que on a souvent l'impression que parce qu'on a des pensées de ce type-là, parce qu'on a des émotions qui sont désagréables, ça fait de nous quelqu'un qui n'est pas assez. Or, en réalité, on est duel, on a la dualité à l'intérieur de nous, et donc le fait de ressentir des choses qui ne sont pas agréables, de ressentir le fait qu'on n'est pas assez, ça fait de nous quelqu'un de complet. On a tout le spectre à l'intérieur de nous, et c'est vraiment toute cette palette de nuances, d'émotions agréables et pas agréables qu'on peut ressentir, c'est ça qui fait notre complétude, c'est ça qui fait notre humanité, notre entièreté quelque part. Et donc, en fait, c'est normal quelque part de ne pas se sentir assez quand on se coupe de toute une partie de ce qu'on pourrait ressentir, de toute une partie de ce qui fait l'expérience humaine. Et donc, ce qu'on travaille beaucoup avec les personnes que j'accompagne, c'est comment est-ce que je peux ressentir à la fois le syndrome de l'imposteur, comment est-ce que je peux ressentir à la fois la peur de me lancer, l'audace, tu disais Marine, c'est aussi évidemment beaucoup des sujets qu'on travaille, le fait d'oser, le fait voilà, d'aller dépasser ses peurs, comment est-ce que je peux à la fois ressentir la peur et en même temps, au même moment que je ressens la peur, j'ai toujours accès aux autres ressources qui sont les miennes. J'ai toujours accès à mon leadership, à ma capacité à aller traverser cette peur. Et donc en fait, ce qui est important, et encore une fois, le fait d'avoir ces pensées-là, ça n'est pas le problème. Le problème, c'est décider de les croire et de s'arrêter à ça. Parce que si je ressens tout l'éventail, si je ressens à la fois le « OK, je ressens là que je ne suis pas assez »,
Et en même temps, je sais les ressources qui sont les miennes, je sais parce que je l'ai déjà fait, je sais parce que voilà, je vais aussi chercher dans mon référentiel et dans ma propre histoire. Et si j'ai la capacité à ressentir les 2, alors j'ai les options des 2. Et donc là, je peux choisir en conscience de me dire, bah, même si j'ai cette voix-là dans ma tête qui me dit que ça ne va pas marcher, il y a une autre voix. Il y a une autre voix qui me dit que j'ai très envie de me lancer dans ce projet d'entrepreneuriat, dans ce projet de reconversion, que l'informatique, ça me parle, que c'est des métiers du numérique, c'est les métiers de demain. Voilà, il peut y avoir plein de métiers porteurs de sens aussi dans le numérique. Et je sens que ça m'appelle. Et donc, comment est-ce que je peux ressentir à la fois le fait que, OK, là, peut-être que je ne suis pas suffisamment à l'aise, peut-être qu'il y a des ressources, OK, j'ai pas tout, j'ai pas toutes les clés en main, mais je sais que j'ai la capacité d'aller chercher les ressources qui manquent. Et pour moi, c'est vraiment important de faire ce travail-là, voilà, de cette capacité de ressentir les 2 et finalement de développer aussi, sa capacité à se leader à travers l'inconfort qu'on peut parfois ressentir, de ce sentiment finalement de syndrome de l'imposteur et qu'on n'est pas assez. Mmh. On t'entend pas, Estelle. Oui, 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 j'avais désactivé, le son pour que ce soit plus agréable. Ce que tu racontes, ça me fait vraiment penser à une histoire que j'avais entendue, comme quoi nous avions, 2 loups en nous. Un loup qui a peur et un loup qui ose et comment justement, ben, savoir lequel nous habite et en fait, la réponse, elle est toute simple, c'est lequel est-ce qu'on nourrit? Tout simplement. Lequel on va nourrir. Celui que l'on va nourrir, ben, c'est celui qui va vivre. Donc moi, quand j'avais entendu cette, petite parabole, ça m'avait vraiment, interpellée sur justement, on a en effet en nous on a tout et choisissons. Donc par contre, on peut choisir celui que l'on va nourrir. Donc quand on a conscience de cela, ben, on se dit: «Ben voilà, je suis plutôt en train de nourrir le négatif, je suis en train de nourrir, ma peur. Comment est-ce que je peux, nourrir plutôt mon souhait d'évolution, ma carrière, ce vers quoi j'ai envie d'aller?» Donc très intéressant en effet de pouvoir, remettre tout ça. Est-ce que vous avez, dans vos accompagnements, des trucs et des astuces, pour justement, se dire: «Tiens, là je repère, je le dépasse». Est-ce qu'il y a vous en avez déjà donné, beaucoup, hein, au travers de vos parcours. Marine, tu parlais, moi mon truc et mon astuce, enfin quelque part, c'est de repérer les éléments qui me mettent dans cet inconfort, donc la nouveauté. Hem, Est-ce que vous avez, des trucs et des astuces à nous donner pour qu'on puisse mieux repérer les choses chez nous, puisque ça sera certainement différent d'une personne à une autre et ben, des petits outils, si vous en aviez? Marine, peut-être? Alors pour le coup, j'ai un outil très simple qui m'a été offert par une amie le jour de ma première conférence. Et d'ailleurs, je pense qu'elle regardera ça en replay, donc elle se reconnaîtra. En fait, elle savait que j'étais extrêmement stressée de faire cette première conférence et elle est venue à la fin de la conférence m'offrir un petit carnet qu'elle a appelé mon carnet de réussite, mon carnet de compliments. Et en fait, elle m'a dit qu'elle avait trouvé la conférence géniale et elle avait marqué en première page du carnet la date du jour de la conférence et juste le compliment qu'elle m'avait fait en me disant « Voilà, maintenant, tu vas pouvoir le remplir au fur et à mesure avec tous les retours positifs qui te seront faits. » Alors de fait, moi, je fais un métier aujourd'hui où j'ai une forme de publicité, je peux être assez visible, donc j'ai souvent des retours positifs comme négatifs, évidemment, sur tout ce qui me concerne, mon physique ou autre d'ailleurs. Parfois, ça me fait beaucoup rire. Mais donc, de fait, j'ai la possibilité d'avoir aussi des retours positifs réguliers, ce qui n'est pas toujours le cas dans notre vie professionnelle. Cependant, avoir un carnet comme ça nous aide pour les moments où le syndrome de l'impostrice va venir se réactiver, quelle que soit la raison. On va pouvoir avoir noté au fur et à mesure dedans des éléments positifs qui nous concernent. Et ça peut être aussi bien dans la vie, une fois de plus, personnelle que professionnelle, pour éviter en fait de se saucissonner. On n'est pas plusieurs personnes, on est une personne qui vit plein de choses, plein de vies différentes, mais on peut mêler tout ça. Ça, c'est un premier élément. Le second, j'aime bien aussi, avec les personnes que j'accompagne, proposer de reprendre leur CV
et de le traduire en un CV des compétences, en un CV des réussites. C'est-à-dire, par exemple, plutôt que d'écrire de telle date à telle date, j'étais dans telle entreprise, écrire tout ce qu'on a fait dans cette entreprise. Tiffaine, par exemple, elle évoquait, dans son CV, elle pourrait marquer qu'elle a été présidente d'une grosse association de telle date à telle date. Si elle transfère ça sur les compétences, c'est la deuxième partie de sa prise de parole tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle a réussi à emmener son équipe jusqu'à la réussite d'un concours et jusqu'à un beau voyage à Toronto, etc., etc. Et en fait, dans notre culture, dans notre société, dans notre éducation, on n'est pas construite pour se voir à l'aune de ce qu'on fait de bien. Et d'ailleurs, en tant que femme, on a une spécificité qui est qu'en plus, quand on s'auto-valorise, quand on s'auto-reconnaît, quand on s'auto-légitime, on passe souvent pour des personnes arrogantes. Or, dire qu'on a assuré sur quelque chose, ça ne change pas la face du monde. Par contre, ça change beaucoup pour nous, puisque ça conduit à notre validation par l'interne, comme disait Tiffaine dans sa prise de parole précédente. Donc, de fait, tout ça, ce sont des petites choses. Et finalement, c'est en s'auto-validant et en osant dire de plus en plus tout ce qu'on fait de bien, quels que soient nos privilèges et quelles que soient nos difficultés, et en comptant aussi sur les forces vives autour de nous qui sont pour certaines en capacité de nous dire ce qu'on fait de bien, tout comme ce qu'on ne fait pas bien. Donc ce sont des personnes qui s'ancrent dans une forme d'objectivité, quel que soit l'amour qu'elles nous portent. Tout ça, ça va nous permettre petit à petit de nous légitimer, et surtout dans les moments de doute, on va pouvoir aller puiser finalement dans cette réserve-là. Et ça me semble des choses qui ne sont pas très compliquées à mettre en œuvre. Ça ne coûte pas grand-chose, etc., etc. Par contre, c'est extrêmement nourrissant, constitutif pour nous sur le long terme, en dépit des différentes phases que l'on va traverser, puisque je crois que le socle de légitimité, c'est un socle important, mais qu'il peut y avoir beaucoup de moments où il va être mis à mal dans notre parcours. Ce n'est pas comme si on avait acquis ça une bonne fois pour toutes, parce que la société et nous-mêmes, on peut à longueur de temps venir se remettre en question sur notre propre légitimité. En tout cas, moi, j'ai noté carnet de réussite. Ça me plaît beaucoup parce que souvent, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand on a besoin de se rassurer, on regarde en arrière et puis on se dit, bon, ok, ça et ça a bien marché, donc il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui je ne sois pas capable. Mais le fait de l'avoir noté et d'avoir noté notamment les retours positifs, eh bien, c'est vrai que quand on regarde, on se dit, tiens, ça j'avais oublié. Oui, là, en effet, j'ai eu ce retour, donc il faut que je me sente sûre de moi, finalement, quelque part. Et donc, merci. Je vais noter. Si on reprend le CV des compétences, c'est typiquement lorsque l'on rencontre des personnes en reconversion, lorsqu'il va y avoir notamment des interviews pour voir justement lors des tests. Nous, à l'école, on a des tests de logique et puis il y a un entretien de motivation. On va avoir, nous, tout un questionnement qui va nous permettre justement de détricoter tout ça et de mettre en avant les capacités des personnes. Attendez, excusez-moi, j'ai un petit peu de bruit juste à côté. Je ne sais pas si ça perturbe l'audition. Non, c'est bon. Ça va. Donc, en effet, c'est de pouvoir, au travers de nos questions, permettre à la personne de réfléchir sur ses capacités et de réfléchir finalement sur les événements de sa vie, à la fois personnelle et professionnelle, qui peuvent mettre en avant ces compétences-là. Et souvent, les personnes, quand on leur pose la question, eh bien, elles réfléchissent, elles se disent « Ah bah oui, tiens, j'ai fait ci, j'ai fait ça ». Il y a une prise de conscience finalement que la compétence que j'ai développée ou la compétence qui m'est propre de manière transverse, c'est une compétence que l'on va retrouver dans certains métiers du numérique. Et donc, tout d'un coup, il y a une prise de conscience. Et c'est vrai que ce questionnement, on peut se le faire soi-même, mais on peut aussi être aidé par une personne qui va en effet interroger notre CV, mettre en avant ces compétences dont on n'avait peut-être pas forcément pris conscience. Souvent, on a tendance, ça c'est vraiment un conseil que je souhaite donner dans un cadre de reconversion, on a tendance à mettre de côté les expériences personnelles, alors que parfois, ce sont justement ces expériences exprimées lors d'un entretien qui vont faire toute la différence, montrer notre motivation et permettre d'obtenir un poste. C'est fou le nombre de postes qui peuvent être obtenus, non pas sur des compétences professionnelles, mais sur des compétences personnelles. Si évidemment il y a un lien et qu'on sait très bien les mettre en avant. Mais il ne faut rien négliger dans une présentation et dans un auto-questionnement. Donc, je ferme la parenthèse. Merci beaucoup, Marine, pour ce petit carnet et puis justement ces compétences que l'on peut avoir transverses. Tiffaine, est-ce que toi, tu as des trucs et astuces?
Oui, j'adore aussi l'idée du carnet que j'ai noté. Je trouve ça génial. Moi, j'ai tendance à le faire parfois pour moi-même, mais en prenant des témoignages, des retours que j'ai, je mets tout sur l'ordinateur et je trouve ça vraiment très joli de se dire, tiens, je vais tout aller centraliser dans un carnet. Donc, j'y penserai. Alors, oui, par rapport aux trucs et astuces, comme tu dis, ben, l'une des premières choses, c'est aussi ce qu'on fait en coaching, c'est vraiment d'aller se connecter à ces ressources. Et donc, on fait vraiment ce travail d'aller cartographier l'ensemble des ressources qui sont les nôtres, que ce soit des ressources professionnelles, que ce soit aussi des ressources personnelles, tout ce qui finalement est lié aussi à nos expériences de vie, à toutes les formations qu'on a pu faire qui sont parfois pas académiques, la formation de la vie aussi parfois, hein, qui est une de nos meilleures enseignantes. Donc, de se connecter à ces ressources. On fait aussi parfois appel à l'entourage en allant demander. J'aime bien proposer à mes coachés d'aller demander à 10 proches, donc ça peut être la famille, des amis, des collègues, que chacun leur donne 10 qualités qui sont les leurs, donc qui se retrouvent avec un panel d'une centaine de qualités. Et au début, la première réaction, souvent, c'est « Oh là là, mais mes proches vont jamais avoir 10 qualités à me donner. » Et en réalité, si, parce qu'on s'arrête souvent, tu sais, dans les entretiens, on nous demande quelles sont tes 3 qualités. Donc, on n'est jamais habitué à se donner plus que 3 qualités, mais en réalité, on en a beaucoup plus. Et donc, c'est aussi important d'aller se connecter à ça, parce que finalement, ces qualités-là, ce sont aussi nos aptitudes naturelles. Et ça fait la boucle avec ce que tu disais, qu'on a tendance souvent à trop s'arrêter sur nos compétences professionnelles, ce qu'on a acquis dans notre formation académique ou dans nos expériences pro, et pas assez à aller valoriser finalement les aptitudes naturelles qu'on a et qui sont véritablement des compétences. L'empathie, la bienveillance, l'écoute, c'est des vraies qualités qu'on peut avoir en entreprise, la créativité, etc., l'intuition. Et donc, c'est souvent des choses qui ne sont pas assez valorisées, auxquelles on va aller se connecter. Ensuite, pour moi, l'une des plus grandes compétences, justement, qui n'est pas une compétence métier, mais une compétence plutôt personnelle qu'on peut développer, pour soi-même, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit en reconversion, peu importe. C'est vraiment cette capacité à être confortable dans l'inconfortable. C'est comment est-ce que je me mets volontairement en situation de stretch, en situation de quelque chose de confortable, parce que je sais que ma marge de progression, c'est là qu'elle se situe. Et trop souvent, ce qui fait qu'on ne va pas oser aller postuler à tel poste, aller reprendre telle formation, ça vient aussi du fait qu'on ne se donne pas l'autorisation d'être débutant. Donc pour moi, ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est comment est-ce que je peux me donner l'autorisation d'être débutant, me mettre en situation d'apprentissage. Et apprendre, par définition, c'est inconfortable. Et si c'est pas confortable, eh bien, c'est qu'on n'est pas en train d'apprendre. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très important parce que finalement, c'est là qu'on va pouvoir progresser. Donc c'est comment est-ce que je fais le choix, et j'en fais peut-être un fil rouge même dans ma vie, de me mettre régulièrement en situation de sortir de ma zone de confort. Et vraiment de le faire et pas juste de le dire. Et moi, j'essaie au maximum, pareil, moi, d'incarner ce que je prône. J'ai fait mon premier live Instagram la semaine dernière. Ça me terrorisait à l'idée d'être toute seule en train de parler face à un écran. Et je me suis dit, eh ben, Tiffany, c'est bien aussi que toi, tu te remettes en situation de, voilà, d'être inconfortable et vraiment de ressentir ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que, OK, bah, les 4 premières minutes de ce live, je ne suis pas du tout à l'aise. Je ne suis pas du tout à l'aise parce que ça me fait peur, parce que ce n'est pas agréable, c'est quelque chose qui est nouveau, qui n'est pas connu. Et en même temps, je ressens l'inconfort et en même temps, j'ai cette capacité, parce que je connais les ressources qui sont les miennes, à avancer, à continuer. Et finalement, j'ai fait quasiment 1 heure de live pour raconter mon parcours, etc. Mais donc, c'est choisir de se mettre aussi dans cette situation-là et choisir comment. Et ça fait lien aussi avec ce que tu disais, Estelle, tout à l'heure. Finalement, le meilleur remède, c'est le passage à l'action. Parce que, en réalité, la peur, ça n'est pas l'ennemi. L'ennemi, c'est d'attendre que la peur s'en aille. C'est vraiment ça. Donc, et c'est aussi ce qu'on fait. En fait, l'un des meilleurs conseils, c'est passer à l'action. Commencez avant d'être prêt. Lancez-vous. Parce que, en réalité, c'est quoi le coût de ne pas essayer? C'est quoi le coût de rester dans cette situation? Et souvent, on croit que dans notre zone de confort, on est confortable. Mais en réalité, la zone de confort, c'est surtout une zone de connu. Parce qu'on peut être très inconfortable dans un métier qu'on n'aime plus. On peut être très inconfortable dans une relation qui ne nous correspond plus. C'est juste que c'est connu. Et comme c'est connu, quelque part, ça nous rassure. Donc, c'est aussi comment est-ce qu'on apprend à, voilà, à avoir une vision qui soit positive de l'inconnu, et de se dire que de cet inconnu peuvent arriver aussi beaucoup de surprises. Voilà, ça aussi, ça me paraît important. Mais en tout cas, vraiment, voilà, de retenir de passer à l'action, de s'autoriser à être débutant,
De ne pas hésiter à demander du feedback. Tu vois, Marine, tu disais qu'on a la chance d'avoir des métiers. Nous, on peut avoir, voilà, on a souvent des retours, ça c'est extraordinaire. Mais sinon, d'aller se mettre en situation de demander du feedback. Et le feedback, c'est pareil. Le feedback, c'est confortable ni de le donner, ni de le recevoir. Et c'est OK, je suis à l'aise avec le fait que les 3 premières minutes où j'ai cette conversation de feedback, les 3 premières minutes où j'ai une conversation difficile dans l'absolu, je ne vais pas être à l'aise. Mais j'ai la capacité de dépasser cet inconfort-là. Voilà ce que j'ai envie de partager. Donc, se connecter à ses ressources, passer à l'action et vraiment s'autoriser à être débutant, à ressentir la peur et à y aller quand même, à ressentir le sentiment d'illégitimité et à avancer quand même. Je note en effet que quand il y a du stress, quand il y a de l'inconfort, c'est très désagréable parce on n'aime pas ressentir ça, mais c'est aussi le signe qu'on va pouvoir évoluer et que justement la deuxième marche, voire la troisième ou la 10e est arrivée et Et qu'il moi, est temps en effet de pouvoir ouais, c'est de se dire, bah, voilà, c'est pas du confort, c'est pas agréable, mais ça le sera. Je exact. pense qu'on a toutes et tous eu, une expérience où on s'est dit: «Bon allez, j'y vais», mais alors franchement, quand on était, dans la situation: «Mais qu'est-ce que je fais là?» Et à la fin, se dire: «Mais qu'est-ce que c'était bien, j'ai envie de repartir» et Exactement. cetera. Donc Exactement. C'est c'est vrai que vraiment les c'est situations qui nous rendent les plus fiers. C'est quand on a eu peur et qu'on est allé quand même. Et c'est vraiment ouais. et c'est bien. Et moi, j'aime beaucoup dire que quand on ressent ce sentiment ambivalent d'excitation et de peur, c'est vraiment qu'il y a de la magie pour nous derrière ce qu'on a envie d'entreprendre, derrière ce qu'on a envie d'expérimenter. Et tout ce que ça nous demande, c'est d'oser. Ouais. Tout Et un à fait. dernier tip, ce que j'ai pas partagé, c'est aussi que par rapport à ce sentiment d'illégitimité, souvent on se sent pas légitime, on se sent pas capable parce qu'on voit la montagne. On se dit: «Oh là là, je vais reprendre une formation», par exemple en école d'informatique. «Oh là là, je vais créer mon activité» et on voit la montagne, on se dit: «Mais moi je suis pas capable d'aller au sommet de la montagne» et un des tips, c'est aussi vraiment de revenir: «OK, tu es pas capable, mais tu es pas capable de quoi exactement?» Parce que changer de travail, tout le monde est capable. T'inscrire, faire l'inscription à cette école d'informatique, tu es capable. Suivre le premier cours, tu es capable. Et en fait, quand on revient à découper notre projet en petites étapes, étape par étape, alors là, évidemment qu'on est capable. Donc, c'est aussi comment est-ce qu'on revient dans l'instant présent et comment est-ce qu'on met son attention, non pas sur le résultat, mais vraiment sur le processus, non pas sur la destination, mais sur le chemin, parce que c'est dans le chemin qu'on va pouvoir apprendre. Mmh. Et c'est clair qu'à partir du moment où on commence à regarder ce qui a été fait, si on revient par exemple 10 ans avant, on se dit: «Mais à cette époque-là, jamais je ne visais ce que je fais aujourd'hui. Je visais autre chose, je visais quelque chose à 1 mois, à 6 mois, à 1 an» et en fait, ce sont toutes ces petites visées qui ont été réalisées, qui amènent à un parcours finalement, parfois époustouflant et on se dit: «Mais comment j'ai fait pour arriver là?» Donc bah, je pense qu'on peut conclure en effet sur ces belles paroles. Le temps est arrivé à sa fin. Moi, je serais restée à poser encore plein de questions. Vraiment merci beaucoup Marine et Tiphaine pour votre retour d'expérience, pour, ben, toutes les informations et puis ce côté positif qui permet aussi, d'avancer et puis, cette prise de conscience qu'il y a des freins intérieurs et aussi extérieurs, mais que, justement de reconnaître les symptômes, ça nous permet, de les dépasser. Donc, merci beaucoup. Donc, on va terminer, sur cette petite note, je dirais, de chemin. Je redonne peut-être, quelques éléments. Donc, il y a donc, alors attendez, Moi, je voulais juste profiter, donc je reviens un petit peu sur l'animation. Juste vous redemander en 2 mots chacune, Marine et Tiphaine, de vous présenter. Puisqu'en fait, au début, on a eu quelques petits soucis techniques. Donc, je vais bien juste que vous réexpliquiez un petit peu votre structure en quelques mots chacune pour conclure, s'il vous plaît. Alors, Marine, vas-y, je te laisse démarrer. Ah oui, donc je dirige un cabinet de conférences. Ah, De on ne formation. t'entend pas. Ah, pourtant, j'ai remis ma leçon là. Donc, vous m'entendez? Marine, oui. Ok. Donc, oui, je dirige un cabinet de conférences, de formation et de conseils aux entreprises sur les questions d'égalité femmes-hommes par le prisme de la visibilisation des femmes, notamment en entreprise, mais aussi ailleurs, l'empuissancement féminin. Et mon travail de fond, c'est en fait de rendre les questions d'égalité entre femmes et hommes, d'intéresser femmes et hommes à ces questions en vulgarisant au maximum, notamment via ma nouvelle chaîne YouTube, par exemple, qui s'appelle Le Point Luce,
mais aussi mes articles sur LinkedIn, etc. Voilà, mes chroniques télé régulières. Parce que l'idée, c'est que tous ces sujets-là, on puisse tous et toutes s'en emparer et les faire nôtres, plutôt que ça reste dans un truc un peu d'expert, dans un entre-soi académique. Parfait, merci Marie. Tiffaine, je te laisse en quelques mots. Merci. Oui. Donc moi, je suis coach et entrepreneur. J'accompagne les personnes qui sont plus épanouies dans leur vie professionnelle et qui veulent avoir un métier qui a plus de sens, à oser se reconvertir ou entreprendre dans une activité à impact positif. Et j'accompagne aussi en parallèle les personnes qui sont déjà lancées, qui sont déjà entrepreneurs, à déployer leur état d'esprit et leur posture pour pouvoir pérenniser leur activité. Donc c'est vraiment des accompagnements qui sont individuels. Et en parallèle, je suis aussi en train de déployer des ateliers qui seront là plutôt collectifs sur différents sujets à destination plutôt de tout public. Et d'ailleurs, le premier, ce sera sur dépasser ses peurs et passer à l'action. Ce sera ce dimanche. C'est offert, on peut s'inscrire via ma page Instagram. Voilà. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner les personnes à aller vers plus d'épanouissement professionnel et personnel et à oser incarner pleinement qui ils sont. Merci Tiffaine. Alors, juste quelques mots pour remercier nos précieux soutiens qui nous permettent, qui nous suivent depuis plusieurs années maintenant sur l'événement Femmes et Numérique. Et puis aussi nos partenaires que vous auriez pu rencontrer en vrai si on avait pu faire cette édition en présentiel. Mais ce ne sera pas pour cette fois-ci. Mais n'hésitez pas à aller sur notre site internet. Vous verrez plein de noms de structures, en plus des intervenantes que vous avez ici découvertes ce matin. Mais n'hésitez pas à aller sur le site et puis à contacter, que ce soit des organismes pour suivre votre projet de reconversion, aller sur des projets de formation, des histoires de financement qui vous semblent peut-être obscurs. Donc, il y a plein d'éléments qui peuvent être transmis par tous ces partenaires-là. Alors, pour nous suivre sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs comptes, Twitter, Instagram et Facebook. Et je vous remercie pour votre attention et je vous donne le programme pour la suite, donc à 11h15. C'est pour ça que j'accélère un petit peu le rythme. On se retrouve sur un atelier pour découvrir le métier de développeuse avec 2 intervenantes, Élise Guézel, qui travaille pour le groupe AC3, donc dans le domaine de l'immobilier, et Claire Legal, chez Verlingue, à Quimper. Donc ça, c'est un atelier sur le métier de développeuse et ensuite en parallèle, un métier sur les aspects, comment financer ma reconversion. Parce que voilà, une fois que vous avez pu être accompagné par des personnes comme Marine et Tiffaine et que vous vous dites, ça y est, c'est le moment. Donc concrètement, comment est-ce que je peux financer et aller plus loin dans ce projet? Donc il y a plein d'aides, plein de choses, de dispositifs qui existent. Donc voilà, plein d'infos à trouver. Donc, merci à tout le monde. Et puis, à très bientôt sur un autre atelier. Au revoir. Merci à vous. Merci. Merci à tout le monde qui part. Les personnes partent au fur et à mesure. Il n'y a plus que du coup. Ouais, merci les filles. Alors, on a eu quelques petits soucis. Tu veux couper l'enregistrement? Non, je les ai mis en... Hop, enregistrement.